entre le mythe qui était celui des années 70, de mémoire, le film de Kubrick et le livre éponyme, en fait, c'était quand même la fin des années 70. Même 69, je crois. Le compteur Linky, c'est pas si vieux que ça, et ChatGPT, c'est carrément hier. Et donc aujourd'hui, on se pose la question, c'est demain. C'est quoi en fait l'IA concrètement? Et on voit que cette accélération et les questions qu'on se pose au quotidien. Ça va tellement vite, est-ce qu'on arrive à suivre ce rythme effréné? Est-ce qu'on arrive à se mettre en capacité? Alors ce matin, on s'est posé des questions sur en fait, les enjeux pour une collectivité territoriale. Maintenant, est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce qu'il y a des risques? Donc cette approche en fait qui me semble aujourd'hui assez pratique, mais encore pas suffisamment pratique. Donc c'est pour ça que cet après-midi, on a la chance d'avoir Raphaël Torres qui travaille au LICA, au laboratoire, enfin il vous présentera un peu mieux, d'intelligence collective et artificielle. Donc, et en fait l'idée c'est de travailler un petit peu et vous présenter un petit peu aussi une démarche et vous poser les bonnes questions. Alors ici on est à la métropole, donc on sera aussi là pour vous accompagner. C'était un peu l'enjeu, c'est de communiquer avec vous. Alors on a déjà travaillé avec le LICA qui nous a aidé à travailler sur un sujet que vous présentera à la fin, Fabienne Marty, qui présente un peu nos réflexions autour de l'encadrement de l'IA. Mais c'est un peu d'avoir cette approche et d'avoir cette réflexion en amont. C'est pour ça qu'on l'a appelé atelier. Donc je vais te laisser la parole. Je ne vais pas perdre de temps parce qu'on a 1 heure. Je ne voudrais pas tout griller. Merci Raphaël. Merci. Donc bonjour à tout le monde. J'espère qu'il vous reste un peu de forme après ce repas. Je vais essayer d'avoir un format un peu dynamique. Le but, c'est pas de faire quelque chose d'ascendant, comme le nom de la session l'indique, c'est un atelier. Donc on va essayer d'échanger le plus possible. Ce que je vous propose, c'est de prendre d'abord 30 minutes pour vous présenter un petit peu le sujet. Donc aujourd'hui, ça sera l'initiation à l'intelligence artificielle. Un peu concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça permet, quels sont aussi les risques. Et après, derrière ça, de prendre un moment ensemble pour se poser des questions, avoir un échange sous un format un peu plus atelier, quoi. Juste avant de commencer, à main levée, pour qui aujourd'hui l'IA c'est encore un sujet un peu obscur? Un peu obscur. Je veux bien que vous juste laissiez les mains levées 2 secondes, s'il vous plaît. Ok, donc c'est quand même assez clair pour l'ensemble de l'auditoire. Super. Je me présente en un mot. Donc moi, je m'appelle Raphaël, je suis ingénieur en IA. J'ai développé pendant plusieurs années des algorithmes en machine learning, d'abord dans un milieu académique à l'université de Californie, Los Angeles, puis dans un milieu industriel en France, dans une filiale de Philips qui s'appelle NXP, pour ceux qui connaissent. Et j'ai intégré le LICA il y a 2 ans pour m'intéresser plus spécifiquement aux enjeux éthiques et sociétaux de l'intelligence artificielle. Et donc du coup, au LICA, on a créé une offre de formation sur comment concevoir des intelligences artificielles éthiques. C'était notamment une des questions que posait M. Mercier ce matin. Je ne dis pas qu'on a la réponse, mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel on travaille activement. Le LICA, c'est une société coopérative qui s'est créée il y a 5 ans, qui est derrière le parc Longchamp. On est 16 salariés et on utilise 2 outils principalement. L'intelligence collective d'un côté, donc c'est des méthodes qui permettent de coopérer à différentes échelles. Ça peut être dans une réunion, comme à l'échelle d'un consortium. Et de l'autre côté, les outils numériques, donc intelligence artificielle, plateforme web, blockchain. Et ça permet d'adresser la complexité du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et avec ces 2 outils, on travaille sur des enjeux de transition écologique, démocratique et numérique. Et on fait ça dans un lieu emblématique qui est au niveau des Chutes-la-Vie. C'est 6000 mètres carrés de jardin. Donc pour nous, c'est un petit oasis qu'on apprécie beaucoup. Et le but, on est en plein travaux en ce moment. Et le but, c'est d'ouvrir ce lieu en septembre et d'en faire un tiers-lieu démonstrateur justement de ces transitions pour que très concrètement, les gens puissent venir mettre les mains dedans et voir vraiment ce que c'est que les sujets dont on parle aujourd'hui qui peuvent parfois paraître un peu abstraits. On aime bien au LICA, quand on parle d'IA, partir avec 3 postulats.
Le premier, c'est que l'IA, c'est un sujet de société, et c'est pas un sujet technique. C'est pas qu'un sujet technique. Et souvent, il est cantonné qu'à ça, en disant c'est un sujet fait par des experts, pour des experts, dans les laboratoires. Et nous, on a vraiment à cœur au LICA de mettre ça dans la main du plus grand nombre, parce que c'est un sujet qui nous impacte tous les jours, où on a besoin d'être acteur. C'est aussi du coup la raison de ma présence aujourd'hui. Deuxièmement, c'est pas une fatalité. C'est un sujet que tout le monde peut s'approprier. Il n'y a pas une seule façon de faire de l'IA. En fait, chaque acteur peut avoir sa vision et une façon de concevoir son système d'IA. Et enfin, l'intelligence collective participe à une meilleure conception de services d'IA. Et en fait, le fait de travailler avec des profils différents et de réussir à injecter ces différents points de vue dès la phase de conception quand on travaille sur un système d'IA, ça permet de réduire les biais, c'est ce qu'on appelle l'intersubjectivité, ça permet d'amener plusieurs points de vue et donc du coup de créer des IA qui sont plus résilientes. Pour contextualiser un petit peu ce que c'est que l'intelligence artificielle, j'aime bien repartir de ce schéma qui est très très simplificateur, mais qui permet un peu de souligner le rôle de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc on vit dans un environnement qu'on peut décrire de deux façons. D'une partie, notre environnement réel, donc avec les interactions physiques qu'on a entre nous. Donc quand je vous parle, vous entendez le son de ma voix, la lumière, etc. Toutes ces interactions physiques qu'il y a. On a des capteurs qui vont aller capter cette information physique et la transformer en une information numérique, en données. Donc pour illustrer ce propos-là, par exemple, quand là je vous parle en ce moment, je fais une variation de pression dans l'air que vous entendez. Et donc le capteur associé, ça va être un microphone. Le microphone va capter cette variation de pression, va la transformer en vibration électrique et va le stocker en signal numérique. Et donc voilà, mon téléphone est muni d'un microphone, muni de plein de capteurs et va aller récupérer toutes ces données-là, la voix, l'image, etc. Chose que je pense que vous voyez visualiser assez facilement. Par ailleurs, j'ai un environnement virtuel dans lequel j'ai une interface homme-machine ou non, mais il y a beaucoup d'interactions. Par exemple, quand j'envoie un mail, quand je like une photo, et ça génère aussi des métadonnées, etc. Et tout ça, ça crée beaucoup de données. On vit dans un monde aujourd'hui où ces données-là, elles sont de plus en plus massives, parce qu'on a de plus en plus d'objets connectés, des usages aussi qui collectent beaucoup de données. Donc on a une quantité d'informations très importante qui est générée, et on va aller traiter ces informations-là avec des algorithmes pour les manipuler et en tirer une valeur ajoutée. Donc pouvoir prendre une décision à partir de là, pouvoir prendre une action, etc. Et c'est des algorithmes qui vont traiter la donnée et en générer une information. Et quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, dans l'énorme majorité des cas, aujourd'hui, on parle d'algorithmes de machine learning. On parle de ces algorithmes-là qui vont aller transformer la donnée en information d'une façon spécifique. Et c'est ce sur quoi aujourd'hui, moi, je vais rester. On pourrait parler d'intelligence artificielle pour parler de la façon qu'on a de mimer l'intelligence humaine, les robots, etc. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, dans les cas d'usage dont on parle, c'est ces algorithmes-là. Donc c'est un type d'algorithme, mais encore faut-il savoir ce que c'est qu'un algorithme. Il y a un sondage de la CNIL qui dit que 83% des Français ont déjà entendu parler d'algorithmes, mais seulement 52% d'entre eux peuvent vraiment décrire de quoi il s'agit. Et cette statistique, elle est assez évocatrice. On a tous entendu parler d'algorithmes dans tous les sens, mais quand il s'agit vraiment de concrètement un peu dire ce qu'il y a derrière ça, c'est plus compliqué. Donc pour illustrer ça, j'ai un petit schéma avec des Lego. Donc la définition formelle, c'est un algorithme est une suite finie et non ambiguë d'instructions et d'opérations permettant de résoudre un problème. Mais ça ne nous avance pas forcément. Et en fait, ce que ça veut dire tout simplement, c'est quand on a une pile de Lego, un algorithme, ça va être les suites d'instructions que je vais donner pour que n'importe qui prenne ces instructions-là puisse réaliser le même avion. Et donc je décris des instructions, et si je vous donne cette instruction-là, vous ferez le même avion que si je vous donne cette instruction-là. Et donc vraiment un algorithme, c'est une façon de décrire des instructions pour résoudre un problème de façon non ambiguë. En ce sens-là, une recette de cuisine,
par plein d'agarres, c'est un algorithme. Souvent du code informatique avec les instructions qu'on a, c'est un algorithme. Et j'aime bien donner l'exemple de la détection de ciel pour parler de ces algorithmes spécifiques qui sont les algorithmes de machine learning, les algorithmes qu'on a en intelligence artificielle. Jusqu'ici, on avait des algorithmes qu'on appelle des algorithmes déterministes. Et plus récemment, on a eu des algorithmes en IA. Donc si par exemple, je veux faire un algorithme pour détecter un ciel, donc imaginons je prends mon téléphone, je prends plein de photos, et je veux que quand ça soit un ciel, mon téléphone me tag, c'est un ciel. Et ben, je peux réécrire un algorithme, des instructions en disant, par exemple, analyse cette image, et si tu vois beaucoup de pixels bleus, alors c'est un ciel. J'écris ces instructions-là manuellement. Le problème, c'est que si je montre plein d'images, il est fort à parier que je tombe un moment sur un ciel avec beaucoup de nuages. Donc mon algorithme, là, il ne fonctionne pas parce qu'il y a plein de pixels blancs, donc il va dire que ce n'est pas un ciel, il va se tromper. Donc vous voyez où je veux en venir. On aura toujours plein d'exemples d'images qui font que ça serait très fastidieux de décrire toutes les instructions qu'il faut pour détecter un ciel. Si je mets à jour mon algorithme en disant OK, et en fait il faut que ce soit bleu, mais je rajoute une condition, si des fois il y a un peu de blanc dans ces conditions-là, ça le fait. En fait, au bout d'un moment, je peux plus, ça devient trop fastidieux de pouvoir adresser cette problématique-là. Et donc du coup, jusqu'ici, jusqu'à l'arrivée des machine learning, il y avait beaucoup de cas d'usage comme ça qu'on n'arrivait pas à adresser parce que ça demandait de modéliser de façon très complexe des sujets. Donc détecter un ciel, c'était il y a 20 ans, 30 ans, au balbutiement du computer vision, c'était un vrai challenge, c'était difficile de le faire. Et avec l'arrivée du machine learning, en fait, on a changé d'approche, on a dit on va arrêter d'écrire des instructions, on va montrer plein de données, montrer plein d'exemples, et c'est l'algorithme machine learning qui va lui-même générer les instructions qu'il faut. Et donc il va en générer plein, c'est son problème. S'il faut écrire des milliers de lignes de code pour décrire le sujet, il le fait. Mais c'est lui qui va décrire les instructions qu'il faut pour résoudre les problèmes. Et donc du coup, on va être capable d'adresser des problématiques beaucoup plus complexes qu'on faisait auparavant, parce que c'est plus à nous de modéliser, de comprendre exactement toutes les conditions qu'il faut pour notre cas d'usage. Et donc là, on va, dans ce cas du ciel, montrer plein d'exemples de ciels, des ciels tout à fait standards et des ciels complètement improbables. Et avec un peu de chance, un algorithme de machine learning va finir par fonctionner là-dessus. Et donc ça, c'est vraiment un changement de paradigme par deux aspects. Le premier, c'est que maintenant, ça nous permet d'adresser des sujets sur lesquels on avait vraiment du mal à écrire explicitement notre recette. On pense du coup à la détection d'images, on pense à la reconnaissance vocale. Imaginez si moi-même je devais écrire toutes les lignes pour dire reconnais de la voix à partir d'un PCM, d'un signal audio, ça serait trop fastidieux. Et de l'autre côté, c'est que ça met une pression folle sur les données, et vous l'avez souvent entendu, on l'a entendu ce matin, les données c'est le pétrole. Il y a vraiment maintenant une course à la donnée parce qu'en fait la qualité de nos algorithmes va dépendre en grande partie de ce qu'on montre. Donc on a ce changement de paradigme explicitement programmé avant, apprentissage à partir de données maintenant, et c'est ça que permet l'IA. Et c'est pour ça que maintenant qu'on le voit dans énormément de domaines différents, parce qu'en fait c'est un changement de façon de se poser la question, un changement de façon de résoudre des problèmes. Et donc maintenant qu'on a ce nouvel outil, on veut l'essayer partout, on le branche partout en disant mais ça avant, j'arrivais pas à le résoudre dans ce problème-là, est-ce qu'avec cette nouvelle méthode, avec cette nouvelle façon de faire les choses, ça va fonctionner. Et donc c'est pas une techno qui est propre à un domaine, c'est une techno qu'on applique dans tous les domaines. C'est pour ça que ça fait une grande révolution aussi qu'on voit et que vous voyez, vous, dans vos domaines. Alors j'ai voulu donner quelques exemples qui parlent aux collectivités. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque exemple parce qu'on pourrait passer la session juste là-dessus. Mais l'idée clé ici, c'est de savoir qu'en fait, il y a forcément un domaine dans vos collectivités où c'est intéressant d'utiliser de l'IA, c'est sûr. C'est plus ou moins compliqué de le faire, etc. Mais c'est certain que l'IA peut apporter de la valeur dans vos collectivités. Donc par exemple, on peut citer par exemple sur le domaine administratif que l'IA peut aider à faire de la traitement automatique des demandes, à générer de façon automatique du contenu, des mails, des réponses types, peut faire des comptes rendus de réunions. Dans le domaine environnement, je me rappelle avoir discuté avec la commune d'Allo sur les problèmes des brûlages sauvages
dans le projet Diams, qui est un vrai sujet. Comment on détecte les brûlages sauvages sur un territoire? Et ben, typiquement, avec de la vue satellite, avec des drones, on peut faire la détection d'images et détecter où est-ce qu'il y a des brûlages, où est-ce qu'il y a des dépôts sauvages, et prendre des actions après par rapport à ça. J'ai d'autres exemples. On peut le faire sur de la mobilité, on peut le faire sur de la participation citoyenne. Si vous faites par exemple une consultation citoyenne, vous allez avoir beaucoup de retours. Ça peut être difficile pour des agents de traiter toute cette masse d'informations-là, avoir de l'analyse sémantique, donc avoir des algorithmes d'IA qui sont capables de comprendre le contenu de ces retours-là pour en dégager les grandes tendances, pour avoir du mécontentement, pour avoir les mots-clés, les requêtes un peu des citoyens. Ça peut vraiment aider les agents sur ce genre de sujet. On a aussi en application sur le sujet d'alimentation, je pense même que j'ai une slide dédiée là-dessus. Par exemple, la métropole de Nantes a mis en place un algorithme d'IA pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans les cantines. Donc, en analysant les plannings, la fréquentation des cantines, le type de repas, donc vraiment des informations multifactorielles, ils étaient capables d'estimer avec pas mal de précision le nombre de convives dans une cantine donnée à un jour donné. Ils l'ont mis en place pendant, donc ça c'était il y a 2-3 ans, et ils ont fait un bilan à un an après le lancement, et la surproduction est passée de 9,6% à 6,5%. Donc grâce à ça, ils ont sauvé 430 repas par jour. Et ça, c'est un bon exemple de ce qu'est capable de faire l'IA en dehors des grands fantasmes qu'on a et des grandes ambitions qu'on a, parce qu'on entend parfois parler de la ville intelligente, etc., qui sont des grands projets, mais on peut aussi faire des choses assez concrètes juste à l'échelle d'une cantine. Et ce sujet de la surproduction, il n'est pas totalement innovant. Il existait avant déjà, on faisait de la logistique, on faisait de la modélisation sur ces sujets-là, mais l'IA va optimiser ce cas d'usage-là, va aider parce qu'en fait, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte dans la présence ou non des enfants dans une cantine que c'est difficile d'avoir des bons modèles là-dessus, et typiquement l'IA est forte là-dessus pour mettre en corrélation beaucoup de données que nous, quand on les voit comme ça, faut être assez fortiche pour y voir quelque chose, quoi. Donc ça, c'est plein de potentiel, c'est plein de possibilités, mais il y a aussi, lié à ces possibilités, forcément, il y a des risques inhérents, il y a des limites. Et le premier d'entre eux, c'est de penser que les algorithmes, donc c'est pas propre à l'IA, mais les algorithmes de manière générale, sont objectifs. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y avait les algorithmes pour les admissions post-bac, c'était un peu le débat qu'il y avait eu, en disant si on fait des algorithmes qui vont aider à orienter les étudiants, enfin les élèves vers des études supérieures, mais ça va être mieux que si c'est des êtres humains qui le font, puisqu'elles vont être plus impartiales, elles ne vont pas être connectées à leurs émotions, machin, etc. Les algorithmes sont neutres. En fait, les algorithmes ne sont pas neutres. Spoiler alerte. En fait, les algorithmes sont ce qu'on appelle des systèmes socio-techniques. Elles sont développées et codées par des êtres humains qui injectent leur vision du monde. Et développer, coder, c'est pas du tout quelque chose de déterministe et froid. Et on a des perceptions et on les code, on les écrit. Elles sont basées sur des bases de données, je vous l'ai illustré précédemment. On montre des photos de ciel. Les algorithmes ont une compréhension de ce que c'est le ciel. Si vous montrez toute l'année des photos de ciel de Marseille, elles seront peut-être différentes de toute l'année des photos de Nantes Métropole, par exemple. Et donc, du coup, ces algorithmes ne sont pas neutres. Pour illustrer ça, un cas d'école qui avait fait beaucoup de bruit, je pense que vous avez probablement entendu parler, c'était Microsoft qui avait fait un agent conversationnel qui s'appelait Tai. Donc un agent conversationnel ou un chatbot, ce sont comme des conversations WhatsApp sur lesquelles vous pouvez aller écrire et communiquer avec une IA. Et donc l'IA va vous répondre, vous allez interagir avec elle, etc. Donc eux, ils avaient fait un chatbot là-dessus avec deux spécificités. La première, c'était qu'elle apprenait en live, un peu comme un enfant, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous lui disiez, elle mettait à jour sa perception du monde. Et vu que c'était ouvert à tout le monde, ils l'ont ouvert sur Internet, donc tout le monde pouvait se connecter et lui apprendre des choses. Donc le monde entier pouvait apprendre à cet agent conversationnel une nouvelle représentation. Et de l'autre côté, il l'avait branché aux API de Twitter, donc il lui avait permis à cet agent conversationnel de tweeter, comme si elle avait un compte Twitter et de tweeter. Et ils l'ont lancé comme ça. Et au bout de 24 heures,
Donc du coup, le chatbot a publié par exemple ce tweet-là. Il y en a beaucoup des tweets, j'en ai mis qu'un seul. Je vais pas forcément vous le traduire en français, mais l'idée clé, c'est de dire que en fait, ce chatbot était devenu xénophobe, était devenu sexiste, était devenu néo-nazi. Donc Microsoft a débranché Tile au bout de 24 heures. Et ils ont pris un très gros bad buzz. Ils ont eu une perte de confiance de leurs utilisateurs assez forte par rapport à ça. Un autre exemple d'agent conversationnel plus récent, et on en a parlé beaucoup ce matin et c'est quand même un sujet vraiment d'actualité, c'est ChatGPT. Donc de la même manière, c'est un agent conversationnel avec lequel vous allez écrire et échanger. L'objectif de cet agent conversationnel-là, c'est d'interagir avec pertinence dans des conversations textuelles. C'est son objectif. Je le précise ici, j'essaie de l'écrire un peu noir sur blanc parce que son objectif, par exemple, ce n'est pas de fournir de la vérité, du contenu référencé. C'est d'avoir des conversations avec vous le plus vraisemblable possible. C'est votre meilleur ami au restaurant, c'est votre collègue en réunion. Voilà. Il est capable d'interagir avec vous, mais il ne va pas chercher de la vérité. Je reviendrai sur ce point après, c'est assez important. Et donc du coup, vous pouvez lui demander plein de requêtes textuelles différentes. Et donc ça, c'est très très ouvert. C'est des questions assez simples, mais ça peut être aussi génère-moi du code, génère-moi un mail, une réponse type, génère-moi du stand-up, génère-moi contracte une information. Voilà. Vous pouvez être assez créatif, il y a énormément de choses qui peuvent être demandées et la toile d'ailleurs est assez prolifique sur le sujet, donc vous verrez quand même beaucoup d'exemples de cas d'usage là-dessus. Comment il fait ça? Il le fait en apprenant sur des bases de données de tout ce qui est accessible sur Internet, donc accessible publiquement sur Internet. Donc pour le pire et le meilleur, toutes les données qu'on a aujourd'hui à disposition. Et en termes de modération, donc du coup, l'algorithme apprend sur ces données-là à poursuivre cet objectif. Et une fois qu'il a bien appris, les équipes d'OpenAI modèrent ses propos, vraiment comme à un enfant. C'est-à-dire qu'il va donner des réponses et OpenAI va lui dire ça c'est bien comme type de réponse, ça c'est mal comme type de réponse. Et ils vont finir de lui faire apprendre sur cette méthode-là qu'on appelle du reinforcement learning et qui pose la question de... Donc OpenAI qui dit c'est bien, c'est mal, selon le référentiel de valeur de OpenAI, qui ne sera pas forcément le même que typiquement celle des collectivités, que d'un continent à l'autre, etc. OpenAI, c'est une boîte privée nord-américaine. Donc ChatGPT, énorme potentiel, parce que capable de faire beaucoup de choses, et beaucoup de questions sur ces questions éthiques de modération, sur ces questions de qualité des données, sur ces questions d'objectifs qui peuvent être faire du vraisemblable et pas du vrai. Pour illustrer ça, je vous ai pris deux exemples de conversations que j'ai capturées avec ChatGPT. La première, je voulais illustrer la capacité un peu rédactionnelle dans notre exemple aujourd'hui. Donc j'ai demandé à ChatGPT rédige un message de refus de demande de subvention d'une association par les métropoles Aix-Marseille-Provence, que j'ai oublié le Provence, car elle ne correspond pas aux axes prioritaires de sa stratégie territoriale. Et donc il m'a fait une réponse type en disant nous avons bien reçu votre demande de subvention adressée à la métropole Aix-Marseille pour soutenir les activités de votre association. Nous tenons à vous remercier pour l'intérêt que vous portez à notre institution et pour les efforts que vous déployez pour contribuer au développement de notre territoire. Après avoir soigneusement examiné votre demande, nous regrettons de vous informer que nous ne serons pas en mesure de vous accorder la subvention demandée. Notre décision repose sur le fait que votre projet ne correspond pas aux axes prioritaires définis dans notre stratégie territoriale actuelle. La métropole Aix-Marseille a mis en place une stratégie orientée vers des domaines spécifiques tels que le développement économique, l'aménagement du territoire, la mobilité, le rayonnement culturel et touristique, entre autres. Malheureusement, votre demande ne s'inscrit pas directement dans ces axes stratégiques, ce qui rend difficile son financement au travers de nos ressources allouées, etc. Et ça, c'est une question. En fait, si je vous montre exactement l'historique de conversation, je lui ai demandé au préalable de me rappeler les 6 axes stratégiques pour être sûr qu'il l'incorpore dedans. Mais j'aurais pu mettre juste une ligne au-dessus en disant rappelez-moi les 6 axes et cette phrase. Il écrit une réponse type, derrière, rien ne vous empêche, c'est du texte copiable, collable, donc rien ne vous empêche de le récupérer, de le corriger un peu, de l'affiner et d'envoyer ça.
Ce que je veux dire par là, c'est que la réponse en soi, elle n'est peut-être pas parfaite, mais on imagine très bien le potentiel de gain de temps que ça peut générer pour des agents qui ont plusieurs mails comme ça envoyés par jour sur ces sujets-là et sur d'autres. Fort potentiel. Maintenant, j'ai un peu un contre-exemple sur ce même sujet, ce qu'on appelle les hallucinations artificielles. Donc je vous parlais précédemment du fait que ChatGPT cherche à faire du vraisemblable et pas forcément du vrai. Donc parfois, il va vous sortir une réponse avec beaucoup de conviction qui est juste tout à fait erronée. Et c'est possible. Donc pour illustrer ça, j'ai repris la phrase qui est sur le site d'OpenAI, c'est assumé, hein, c'est clair et net. Et sur OpenAI, ils écrivent ChatGPT des fois écrit des réponses plausibles, mais incorrectes ou non-sens. Donc c'est vraiment assumé, c'est pas une fonctionnalité cachée. Et donc la question que j'ai posée, c'est pourquoi Charles Talbot, qui est ici même et qu'on salue, cofondateur du LICA, a offert le LICA à Emmanuel Macron. Et ChatGPT répond: le LICA a été offert par Charles Talbot à Emmanuel Macron en tant que contribution à la promotion de l'innovation et de la créativité en France. Charles Talbot, qui est un entrepreneur et investisseur, a fondé le LICA pour explorer les opportunités offertes par l'intelligence artificielle pour améliorer les processus de prise de décision et de résolution de problèmes. En offrant le LICA à Emmanuel Macron, Charles Talbot a voulu fournir un outil pour soutenir les initiatives du gouvernement en matière d'innovation et de transformation numérique. Le LICA peut aider à développer de nouvelles technologies et à trouver des solutions innovantes aux problèmes complexes auxquels la France est confrontée, etc. En tout cas, aussi loin que je sache, le LICA n'a pas été offert à Emmanuel Macron. Sauf que si j'ai mal compris cette information-là et que je lui demande, ou si... Voilà, il est possible que je pose cette question de façon consciente ou inconsciente à ChatGPT et que je sois du coup mal informé. Et là, cet exemple-là, il est évident et un peu absurde, mais c'est aussi un peu un cas d'école, c'est pour vous illustrer vraiment cette chose-là. Des fois, c'est un peu plus sioux que ça. Ça répond toujours quelque chose. Absolument. Tout à fait. Ça reprend un peu le même exemple qu'on disait ce matin sur vous l'entraînez à faire un chat ou un chien. Si vous lui demandez un jour un pot de fleurs, il vous dira un chat ou un chien. Donc il y a des forts enjeux éthiques sur ces sujets d'intelligence artificielle. On a souvent dans la littérature les mêmes mots-clés, les mêmes notions qui reviennent. Nous, notre façon de l'articuler au LICA, c'est de l'articuler à travers trois grands axes. Avec d'un côté les enjeux de gouvernance. Ces grands axes sont vraiment liés, hein. Les sujets sont quand même assez transversaux. Donc les enjeux de gouvernance, c'est les enjeux notamment de responsabilité. Quand une IA prend une décision, imaginons une décision critique, un diagnostic pour un médecin sur faire ou non une intervention chirurgicale par exemple, et qu'elle se trompe et qu'il y a un faux positif, qui est responsable dans ce cas-là? Est-ce que ce sont les développeurs de l'application? Est-ce que ce sont les gens qui ont fait les bases de données? Est-ce que c'est la structure qui utilise et qui exploite ce système? Des questions de réglementation. On en a assez parlé ce matin sur l'AI Act, sur la RGPD notamment. Des enjeux de respect des libertés individuelles. Donc ça c'est quelque chose qui est souvent assez évident pour tout le monde parce qu'on en est confronté tous les jours avec les cookies sur Internet, avec les réseaux sociaux, le fait qu'on utilise nos données personnelles à des fins commerciales par exemple. Le respect des libertés collectives, ça c'est pas forcément quelque chose qui est tout de suite immédiat pour tout le monde, mais c'est par exemple le fait que, par exemple aux États-Unis, à l'approche des élections, le débat public va être polarisé par notamment des intelligences artificielles qui vont aller cibler certains types de contenus et voilà, polariser le débat public sur des sujets plutôt que d'autres. Donc gros enjeu pour la vitalité démocratique notamment. Sur les sujets de confiance, à mon sens, ça c'est un enjeu vraiment, vraiment clé, et en particulier pour les collectivités, mais il s'exprime d'autres manières dans le secteur aussi privé. C'est l'enjeu de confiance, c'est le fait que des utilisateurs, des citoyens vont utiliser ou non votre service. Sans confiance, il n'y a pas d'appropriation, et c'est vraiment pas quelque chose à négliger. Il y a besoin de confiance pour, on l'a vu, hein, c'est quand même des sujets qui sont anxiogènes, qui génèrent beaucoup d'inquiétudes, et donc il faut être en mesure d'apporter des réponses et d'apporter de la confiance.
Donc là-dedans, on va retrouver notamment les enjeux de transparence, être capable d'expliquer ce qui se passe dans le code, d'apporter de l'explicabilité. Il y a aussi tout le sujet de l'équité, donc exclusion, discrimination. Des fois, à cause des bases de données qui sont biaisées, on va avoir des surreprésentations de certaines populations, de certaines communautés, etc. Sur les enjeux de viabilité, on a le fait que... Sur les enjeux de viabilité, on a beau avoir une IA où la gouvernance est propre et bien et claire, on a une IA qui est de confiance, mais si notre IA, un an après le déploiement, ne peut plus tourner, ça ne sert à rien. Et donc c'est vraiment de réussir à faire des IA qui sont viables sur le long terme. Donc on peut y mettre le sujet des cyberattaques, encore discussion qu'on avait ce matin, sur comment réussir à faire des IA résilientes et robustes, sur leurs impacts écologiques aussi, sur la vitalité démocratique, c'est à quel point elles vont influencer nos sociétés. Voilà, c'est comment elles vont réussir à s'intégrer dans leur environnement et perdurer. Donc plein de questions autour de ces IA, et nous, la réponse, ce qu'on apporte au LICA sur ces sujets, le sujet sur lequel nous on travaille, c'est ce qu'on appelle l'ethics by design, et qui permet, c'est un mot compliqué pour un concept assez simple en fait, qui permet de réfléchir ces questions éthiques dès les premières phases de conception. C'est-à-dire de ne pas se poser ces questions-là une fois qu'on a déployé et qu'on regarde comment ça se passe, mais de réfléchir à l'impact de nos algorithmes au fur et à mesure du moment où on les conçoit. On avait ce matin la métaphore du virus et de la maladie avec prévenir ou guérir, et c'est un peu cette notion-là, c'est qu'il vaut mieux travailler en amont qu'en aval. Et par il vaut mieux, je veux dire que quand on le fait, en fait, quand on le fait pas, ça coûte beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de temps. C'est ça concrètement qu'il y a derrière, c'est-à-dire que quand on doit récupérer un bad buzz de Microsoft ou des pertes de confiance, après c'est très délicat de récupérer ça, et ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup de temps d'aller récupérer ces utilisateurs, ces citoyens sur ces sujets-là. Je vous partage, nous, notre approche. C'est notre approche à nous, il y en a d'autres façons de faire. On travaille avec Euranova sur ces sujets-là, quand on accompagne pour faire de la conception de services numériques. On a 3 couches, une couche projet, une couche technique et une couche structurelle. Et le message clé ici pour moi, c'est que trop souvent on se concentre sur la couche technique, en disant, en fait, c'est un peu le premier postulat que je vous ai partagé au début. On considère qu'il suffit d'écrire un cahier des charges, d'envoyer ça à un prestataire, il va nous le réaliser, il va nous le développer, on va le récupérer, le brancher et c'est fini. Et en fait, le problème, c'est que si on le voit comme ça, eh ben, on risque de passer à côté des enjeux éthiques dans une grande partie. Donc, à travers ces 3 couches, dans la couche projet, ça va être le moment de pouvoir se poser la question du cas d'usage, de son modèle économique, et de faire quelque chose qui soit bien pensé, qui soit utile, qui soit dans un bon cadre éthique, qui soit avec un phasage et un chiffrage réaliste. C'est vraiment, là on va utiliser des méthodes de design thinking, et on va essayer de poser un projet qui ait vraiment du sens et qui soit réaliste. Dans la couche technique, on va utiliser tous les outils techniques qu'on a à disposition pour vraiment maîtriser et contraindre le système au vu des valeurs qu'on a présentées précédemment. Donc ça va être avec des outils, des frameworks de développement, des environnements de développement, avec des métriques d'évaluation qu'on va pouvoir spécifier en fonction de ce qu'on va vouloir valider, les impacts qu'on va vouloir mesurer, etc. etc. Et enfin, la couche structurelle, qui est peut-être la plus difficile et celle qui met plus de temps à se mettre en place, mais qui est essentielle pour vraiment réussir à implanter ça dans le temps, c'est celle qui va accompagner les structures au changement. En fait, c'est quand même des gros sujets d'innovation qui demandent des changements de process, des changements de mentalité. Et il y a une culture d'entreprise, une culture d'organisation à amener sur ces sujets-là, en douceur, sur le temps long, mais qui est crucial pour pas qu'il y ait de rejet. Donc à la question de, sachant tout ça, on s'y met, qu'est-ce qu'on fait ? Dans le document de la Banque des territoires, il y a 4 freins qui sont identifiés aujourd'hui dans les collectivités pour s'y mettre. C'est la technique, la compétence, l'investissement et le fonctionnement.
La technique, c'est on a aujourd'hui un système d'information. Est-ce qu'il est capable d'intégrer ces moteurs-là? La compétence, c'est des sujets d'innovation, c'est des sujets avec beaucoup de propriétés intellectuelles, assez compliqués. Comment on peut les prendre en main? L'investissement, forcément, c'est du budget. Et le fonctionnement, c'est que c'est bien beau d'avoir tout ça, mais une fois que le moteur tourne chez nous, comment on va le maintenir, comment on va pouvoir gérer les incidences au fur et à mesure de la route, comment on va pouvoir le mettre à jour, etc. etc. Moi, en toute modestie, mes réponses que j'apporte à ça, en tout cas les leviers que j'apporte à ça, et sur lesquels c'est vraiment notre cœur de métier au LICA de faire ces sujets d'acculturation, de sensibilisation. Ça va être les leviers de l'acculturation et de la politique du petit pas. Les deux sont très liés. L'acculturation, parce que, et c'est une recommandation de la CNIL d'ailleurs, en fait, tous les acteurs de la chaîne doivent être sensibilisés à ce sujet-là. Et en fait, on arrivera à intégrer ces sujets que si, petit à petit, on commence tous à avoir les mêmes référentiels, le même vocabulaire, etc. Et la politique du petit pas, c'est que, effectivement, demain, utiliser toute l'innovation et l'état de l'art de Google, ça risque d'être compliqué vu l'existant aujourd'hui qu'on a, mais il existe plein de petits démonstrateurs de choses assez concrètes, assez faciles à faire, à prendre en main, à essayer. Et c'est justement en prenant en main ces petits démonstrateurs, ces petites choses, qu'on va justement s'acculturer et que ça va faire une boucle, un cercle vertueux. On va s'acculturer, on va donner de la confiance, on va avoir des retours d'expérience, on va voir ce qui a marché, pas marché, on va continuer à se former, etc. Et moi, j'inciterai vraiment à essayer. C'est un sujet qui va arriver de toute façon partout. Aujourd'hui, il est trop gros pour qu'on l'évite. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est pas dans toutes les communes de faire des villes intelligentes avec plein de fonctionnalités d'IA, mais que c'est d'anticiper un petit peu cette innovation qui arrive sur le territoire et de commencer à jouer avec tant pour les collectivités que pour les citoyens et de commencer à mettre en place quelques billes. Voilà, et donc en résumé, on le voit, on l'observe, il y a une IA au service de l'action publique aujourd'hui qui est en train de se construire. On a des exemples partout sur le territoire en France, à différentes échelles. C'est à nous de jouer, à voir ce qu'on veut prendre là-dedans. Vous avez mon contact ici par mail. Je suis disponible pour qu'on en discute à tout niveau. Au LICA, bon, déjà c'est des sujets qui nous passionnent, donc juste en discuter. Et pour l'action publique en plus, c'est quelque chose qui nous motive fortement. Et nous, on fait plein de choses différentes. On fait de la formation, on fait de l'accompagnement, on fait de la sensibilisation sur des formats courts, sur des formats longs. Donc il y a forcément des choses à faire ensemble. Et voilà, moi je serais très heureux d'en parler avec vous. Et je vous remercie déjà de m'avoir écouté pour cette première demi-heure. Merci. Et sur le temps qui nous reste, donc on a 20 minutes, je propose qu'on fasse une partie donc plus informelle. Donc j'invite Jean-François Miretti, élu délégué à l'informatique à la commune de Pertuis, et Boris Vida, DSI à la commune de Pertuis, de me rejoindre. Je pense que vous avez des micros. Je vais parler. Il y a un petit bouton vert. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Jean-François Miretti, je suis élu délégué à l'informatique à la ville de Pertuis. Ça fait 3 ans et quelques mois. C'est mon premier mandat. Et donc, je crois que j'ai un peu mieux compris la problématique de l'IA par rapport à l'informatique traditionnelle. Moi, je suis plutôt... j'ai eu une carrière informatique assez soutenue dans les années, puisque je n'ai fait que de l'informatique, mais dans différents secteurs. Et l'informatique, c'est le traitement automatique de la donnée. Donc on en est toujours là, sachant que au début, on allait voir un utilisateur et en fonction de son besoin, on réalisait des processus, on écrivait des lignes de code et on arrivait à un résultat. Et globalement, on arrivait toujours au même résultat en fonction de là où on partait. Là, je crois qu'à l'IA, maintenant, ça va changer puisque l'entrée va être modifiée. Donc, on a tous eu la problématique en tant qu'informaticien, c'est de produire des résultats justes, au centime près,
lorsqu'on devait réaliser des factures, des bulletins de salaire, etc. Et donc un gros travail où il fallait valider et répertorier tous les cas de traitement, et c'était hyper complexe, parce que pour imaginer tous les cas dans une entreprise, qui est peut-être une banque avec 70 agences selon les valeurs, les municipalités avec les grosseurs, etc. Donc il fallait que l'informaticien s'occupe de tous les cas et qu'il code tous ces cas à l'avance pour arriver, avec ces données en entrée, de réaliser un traitement et donner en sortie. Bon. Ensuite, on a eu, je pense, c'est énormément de données qui se sont stockées dans les systèmes et on est arrivé à une donnée utilisable dans l'infocentre. L'infocentre, c'est un traitement sur de la donnée un peu morte qui était unitaire. Est venu avec l'infocentre les data warehouse où la donnée était un peu plus calculée et appropriée pour le résultat. On avait une finalité plutôt de résultat plutôt qu'une finalité de données élémentaires. On est parti sur l'infocentre, du data warehouse, du big data. Et dans le big data, je pense qu'on se rapproche vraiment de l'intelligence artificielle où finalement on a énormément de données dans une entreprise, de RH, de production, etc. Et qu'on arrive à coupler avec des outils beaucoup plus rapides qu'avant. Un exemple, moi je sais que j'avais fait un traitement qui durait 1h30 pour traiter 2 millions de lignes, pour donner un résultat statistique d'une banque en fin d'année. Là, je pense que maintenant, en quelques secondes, on arriverait à faire la même chose, avec des abacs et des courbes, etc. Donc, Raphaël l'a dit, on est vraiment dans un changement de paradigme entre un traitement câblé statique de l'époque et maintenant une intelligence artificielle qui s'adapte avec la donnée en entrée. La difficulté pour moi, c'est est-ce que cette donnée en entrée qui va modifier le process, elle est juste, elle est validée, elle est correcte? Parce que finalement, tu viens de le dire, on a un résultat un peu aléatoire ou pas forcément juste, ce qui est complètement l'inverse de ce qu'on faisait à l'époque avec de l'informatique précise au centime près ou à la valeur près. Alors il faut s'habituer à ça, ce genre de choses. C'est maintenant, mais c'est une aide à la décision plutôt qu'un traitement avec des tableaux de bord précis qu'un directeur va examiner et bien sûr décider de la suite de la société. Donc le paradigme, il est vraiment modifié. Moi, je crois avoir un peu mieux compris l'utilisation qu'on peut en faire. Dans une commune, on a réfléchi avec Boris, on imagine la vidéosurveillance, par exemple. Tu as parlé des cantines. On peut aussi voir ça par rapport à un centre d'appel téléphonique, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui appelle une mairie ou qui appelle un service public, entre guillemets, ben, il va dire faites 1 pour ci, faites 2 pour ci, faites 3 pour là. Ça ne répond pas et on raccroche parce qu'on n'a pas de réponse. Donc là, on imagine bien, on parle à un robot ou une voix synthétique qui a appris et qui, basée sur le profil de la personne qui appelle, alors soit elle connaît la personne en amont, soit elle ne le connaît pas, elle le découvre en temps réel, de façon interactive, et avoir quelque chose d'un peu plus vivant que ce qu'on a aujourd'hui. Et à la fin, aujourd'hui, c'est finalement le conseiller n'est pas disponible, attendez 10 minutes et puis on finit par accrocher. Et on n'a pas d'informations et on s'énerve beaucoup avec les impôts, la sécu, etc. Et peut-être aussi les mairies. Donc ça, c'est un axe par rapport à l'usager. L'urbanisme, ça peut être aussi détecter des constructions illicites avec des drones, etc., en lien avec le traitement d'images en temps réel. Vidéosurveillance, je l'ai dit. Il y a peut-être aussi, par rapport à l'économie d'énergie, on en parle beaucoup dans nos communes, c'est essayer d'économiser de l'électricité, du gaz, en fonction de l'occupation d'un bâtiment. Alors, je ne sais pas dans le détail comment ça peut se faire, mais j'imagine des capteurs, des caméras, et dès qu'il y a les personnes qui sont parties, les enfants qui ont quitté la classe après les études, à 5h30, on laisse tourner les machines encore une demi-heure et on arrête tout, et c'est peut-être progressif par rapport à l'inertie du bâtiment, et on redémarre le matin à 5h du matin. Enfin bon, je ne suis pas intermicien, mais je pense qu'on peut avoir une pratique là-dedans. Voilà, donc en tout cas, moi je suis ravi de participer à cet atelier. Ça fait réfléchir un informaticien que je suis encore, même si je suis sur la retraite, que depuis 3 ans. Mais je pense qu'il y a des grosses capacités. Boris va peut-être en parler un petit peu sur Pertuis, ce qu'on a pu mettre en place en intelligence artificielle. Je crois qu'il y a un secteur qu'il a envie d'expliquer un petit peu. Merci. Merci Jean-François. Donc le tout premier secteur sur lequel on installe une IA, sans surprise au niveau de Pertuis, c'est la vidéosurveillance, enfin la vidéoprotection, pour employer le terme correct. Aujourd'hui, on a une solution qui va détecter par exemple la forme du véhicule ainsi que sa couleur et qui va ensuite derrière pouvoir générer soit des alertes, soit simplement répertorier la couleur et la forme du véhicule. Et sur ce que disait Raphaël tout à l'heure, je permets de rebondir sur un sujet, c'est que l'intelligence artificielle a besoin de plusieurs choses pour fonctionner. Déjà les données d'entrée,
Parce que si on n'y donne pas de données d'entrée, elle n'est pas capable de prendre une décision. Et c'est l'intelligence artificielle qui a la particularité de prendre des décisions, en réalité, par rapport à un traitement qui est, entre guillemets, procédural. Donc cette prise de décision, elle se fait par rapport à une commande qui est interprétée et qui est du coup transformée en action par l'intelligence artificielle et qui ensuite nous fournit un rapport des données qui ont résulté de cette commande. Voilà, donc c'est ça que moi je qualifie d'intelligence artificielle, c'est clairement un logiciel qui est pas capable de prendre des décisions. La problématique, c'est utiliser cette intelligence pour automatiser les décisions. Je prends l'exemple, un exemple typique, la vidéo-verbalisation. On a testé à Pertuis un système qui permettait de détecter la position d'un véhicule sur la chaussée et qui verbalisait. Enfin, on l'a mis en place d'abord en manuel avec des agents et qui avaient des terminaux qui permettaient de verbaliser. Normalement, la loi dit qu'il faut verbaliser sur l'instant. On constate l'infraction et on verbalise à ce moment-là. Et on a testé ça aussi en automatique. Il s'est avéré que si on laisse la machine décider, c'est une véritable boucherie. Les impôts s'en sont pas pleins, remarquez. Mais la pauvre mère de famille qui dépose le gamin à l'école, qui se gare sur une ligne orange, qui fait ça tous les jours, pendant 7 jours elle le fait, elle reçoit 7 PV. Ouais, 5. Ouais, désolé. C'est vrai qu'il y a la garderie. Ah oui, on a la garderie, on a le préscolaire à Pertuis, monsieur. Donc voilà, l'intelligence artificielle est capable de faire ce genre de choses. Elle a des données d'entrée, les images, elle les analyse. Elle prend la décision que le véhicule est stationné dans un endroit qui est verbalisable, elle verbalise. Voilà. En revanche, si on utilise la même intelligence artificielle, plutôt que de verbaliser, elle affiche une alarme au CSU. Et c'est un agent qui constate, tiens, il y a un véhicule qui est garé. Ah non, c'est pas grave, c'est une mère de famille qui a déposé son fils à l'école, on ne va pas la verbaliser. Derrière, cette intelligence artificielle, elle est mise au service de la décision humaine. Et là, on arrive dans l'utilisation que moi, j'estime être idéale dans les collectivités. Ça veut dire des algorithmes qui permettent de nous donner des informations en fonction des données d'entrée, encore une fois, mais qui nous laissent quand même juges. Voilà. Je pense qu'il y a peut-être un axe de réflexion là-dessus. Ouais, c'est un très bon point. C'est vraiment la différence entre l'aide à la décision ou vraiment le traitement automatique. Et sur beaucoup de cas d'usage, on a la liberté vraiment quand on conçoit, quand on design, de décider où est-ce qu'on s'arrête. Est-ce qu'on va aller jusqu'à la décision automatique ou est-ce qu'on s'arrête un peu avant et on va donner à l'agent tout ce qu'il lui faut pour prendre la décision. Et ça, c'est des questions qu'il est important de se poser et de résoudre quand on est en train d'imaginer la solution en se disant « Ok, là, je veux, toi, pour mieux faire ton travail, de quelle information tu as besoin, qu'est-ce qui est trop fastidieux aujourd'hui d'aller récupérer comme information, etc. Je ne vais pas aller regarder tous les écrans de surveillance, je ne vais pas aller lire tous les mails, etc. Qu'est-ce que tu peux me pré-mâcher comme travail ? Et après, moi, derrière, je vais utiliser cette information-là pour prendre une décision. » Et les anglo-saxons et en Amérique du Nord, ils sont moins farouches que nous, ils vont facilement vers la décision directement. Et ils vont émettre des jugements en cours de justice, ils vont prendre des décisions dans les milieux médicaux, etc. En Europe, on est plus encadré et la législation va vers ça, notamment avec ce qui va arriver sur l'AI Act, sur vraiment à réduire d'un cran et faire plutôt de l'aide à la décision. Et c'est Joël Gombin aussi qui en parlait ce matin en ces termes. Et c'est vraiment pas l'idée tellement aujourd'hui de remplacer un métier, plutôt que de savoir comment l'outiller et l'aider à répondre plus, du coup, là, dans le cas-là, au service public, quoi. Est-ce que, dans les 10 minutes qui nous restent, vous avez des questions auxquelles on pourrait peut-être répondre ? Vous avez devant vous un système qui permet d'appuyer pour poser des questions. Je voulais juste rajouter, il y a aussi un risque de... ce que je vois, c'est, par exemple, on a beaucoup parlé de ChatGPT. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est la véracité de l'information qui est fournie. Les gens vont utiliser ce truc, c'est très pratique, tout le monde en parle, en réunion, comme se met sur ChatGPT, tac. Mais qu'est-ce que ça va devenir si c'est étendu très vite ? Tout le monde va utiliser ce système parce que c'est facile. Et puis les gens vont se faire une idée. La vérité, elle est dans ChatGPT. Va vérifier dans ChatGPT, comme Wikipédia, et
ça va peut-être à un moment donné interdire aux personnes de réfléchir, d'aller vérifier la véracité de l'information. Et moi, je trouve que ça, c'est un danger, parce qu'aujourd'hui, personne ne va valider le contenu. Alors même si c'est approximatif, que la réponse, il ne faut pas trop en tenir compte, moi, je suis sûr qu'il y a certaines générations qui vont dire, tiens, c'est pratique, j'ai mon devoir de maths, je vais vite rentrer le truc, et ça va me donner le résultat, copier-coller dans mon devoir de maths. Ils l'ont déjà fait. Et ils l'ont déjà fait. Et j'ai 19 sur 20. Alors, bon, ça, je pense que c'est le côté détourné et pas heureux de ce système, mais c'est le moyen de détourner. Après, on ne maîtrise plus. On lance un système dans la nature, et comment on va le maîtriser? Aujourd'hui, on maîtrise notre informatique par une service informatique, par des utilisateurs, par des recettes, Mais là, on donne des outils. On est à l'inverse d'avant. Avant, on allait voir un utilisateur, qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous produire ça, pendant 6 mois, je vais travailler à fond, et je vais vous donner le résultat. Là, aujourd'hui, on propose un service aux personnes, les personnes n'ont rien demandé. On propose quelque chose, vous allez l'utiliser, et puis après, on est en mode expert, on devient fort, moins fort, et il y a un risque de dérapage, et ça peut être hyper dangereux, même sur le plan politique, sur le plan de l'humanité. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponse là-dedans. La première, c'est que c'est vrai que quand on donne l'exemple de ChatGPT, c'est particulièrement parlant, mais parce qu'on a ce sont des algorithmes génératifs, donc qui sont particulièrement créatifs, particulièrement bavards, etc. On a quand même un éventail de solutions en IA qui sont assez variées. Il y en a qui sont quand même beaucoup plus déterministes, entre guillemets, que d'autres. Il y en a qui ont moins de place, moins de liberté de réponse, etc., qui sont beaucoup plus contrôlables. ChatGPT, c'est vraiment l'exemple par excellence de où est la limite de la boîte, quoi. Et après, sur ce type d'exemple-là, sur les algos génératifs type ChatGPT ou ceux qui génèrent des images style DALL-E, Midjourney, etc., il y a effectivement un peu, probablement, aujourd'hui c'est un peu le Far West. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise un peu comme... ça va très vite. Voilà. Et ça va continuer d'évoluer très rapidement, mais il y a probablement une hygiène à adopter d'utilisation de ces outils-là, des règlements dans les structures, parce qu'on en parlait tout à l'heure, je crois que c'était Marc Chamaillou qui parlait de ça, aujourd'hui on donne des informations de, par exemple, la métropole, qui sont plus ou moins confidentielles à une société privée. Donc il y a une hygiène de ça, et il y a aussi une hygiène, nous, de l'usage qu'on en a. On peut l'utiliser pour avoir de la synthèse d'informations, donc on donne déjà toute l'information, il la condense. On peut l'utiliser pour avoir de la traduction, de la reformulation, enfin des cas d'usage qui sont moins sujets à erreur que vraiment. Oui, apprends-moi. Le pire sujet, c'est probablement apprends-moi la loi de la relativité. Si tu ne la connais pas, il y a bien moyen qu'on te malmène. Il faut avoir Jean-Pierre Petit à Pertuis. Parce que je verrais dans le système ChatGPT se garder le système de l'algorithme, mais de le réduire à une activité. Ce qu'à l'époque on appelait un data mart, c'est de dire on prend ChatGPT et on le cantonne à l'information municipale, on le cantonne à une information hospitalière, etc. Du coup, il y a quelqu'un qui est modérateur du système d'information qui s'enrichit, et au cas où il y ait une dérive, on puisse revenir à zéro, et on repart à zéro, parce qu'on n'envoie pas dans la nature de l'information qui se modifie et qui repart en entrée du système suivant. Peut-être. Une piste à explorer. Oui. Je pense qu'il faut faire une demande. Oui, parfait. C'est bon, parfait, merci. Oui, c'est intéressant ce que vous dites sur ça. Après, quel poids et comment on peut faire, je dirais, pour bloquer ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut bloquer au sein d'une commune l'utilisation de ChatGPT que sur une partie? À mon avis, ça va être compliqué. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Raphaël. Et ça va coûter horriblement cher, surtout. Parce que dans les collectivités, le souci principal, ce n'est pas le souci technique, c'est le souci de la thune. Bien sûr. On parle de ChatGPT comme on parlait il n'y a pas si longtemps de Wikipédia. Je cherchais quelque chose, hop, je le fais. C'est tellement facile d'utiliser. Et là, je pense que c'est plus... Ça aura plus d'une éducation auprès des gens en disant attention, c'est bien, mais c'est ce que vous avez dit, hein, c'est pas vrai, c'est vraisemblable, mais c'est pas vrai. Ça veut dire que c'est une éducation auprès, je pense, même des plus jeunes. Les gens vont croire que c'est vrai, à force. Ils vont se rendre compte que c'est finalement vrai, ou pas trop faux. Oui. Et ça peut aller très vite. Combien de fois on a regardé sur Internet, on avait un rapport à faire sur un thème historique, on regardait sur Internet, hop, et on faisait un copier-coller. Bref. Là, ça sera encore plus simple. Oui, mais ça, c'est toujours la problématique. Le problème, c'est que personne n'est capable de vérifier tout ce qui vient d'Internet. Et du coup, ça me vient à l'esprit, tout à l'heure, j'ai parlé de Jean-Pierre Petit. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un physicien qui était directeur de recherche au CNRS à Marseille et qui habite Pertuis, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques temps, qui a fait beaucoup de polémiques sur Internet parce qu'il a émis un nouveau modèle cosmologique
qui va plus ou moins, carrément d'ailleurs, à l'encontre du modèle cosmologique actuel et qui explique l'existence des trous noirs et de la matière noire par de la masse, par de la matière à masse négative. Je vous fais pas le détail physique, hein. Mais bref, et cet homme-là, qui devait tenir une conférence sur la de cosmologie à Pertuis, a utilisé ChatGPT pour essayer justement de discuter avec cette intelligence et trouver des axes afin de prouver son modèle. Le problème, c'est que c'est une intelligence artificielle, c'est que les données d'entrée qu'elle a pour réfléchir, ce sont des données qui ont une date, qui ont une validité aussi, hein, et qui sont potentiellement fausses ou potentiellement vraies. Et lorsqu'il a discuté avec cette intelligence artificielle, l'intelligence lui a dit clairement que son modèle cosmologique n'était pas viable, qu'il n'était pas